Et sur France 3. Par tous les temps avec vous, c'est votre météo sur France 3 avec Adréa. Adréa Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir, bienvenue dans les Alpes, ravi de vous retrouver pour ce 19-20. Alors, au sommaire de votre journal régional, la ville de Chambéry met en vente une partie de son patrimoine immobilier. Il s'agit bien sûr de renflouer les caisses. L'opposition municipale de gauche dénonce une politique, je cite, à courte vue. Nous démarrons ce soir une nouvelle série consacrée au climat, au réchauffement. Et ce soir, nous irons dans le Chablais, en Haute-Savoie, à la rencontre d'un botaniste expert qui nous parlera de l'impact sur la flore. Enfin, nous parlerons cinéma et tournage avec Projet Mandrin. Un doc et un film sur le contrebandier rebelle est en cours d'élaboration. Et nous recevrons Michel Laurence, auteur, scénariste et dialoguiste de cette belle aventure. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler. Il sera question de l'Assemblée générale à l'ONU à New York. Et Barack Obama se dit prêt à travailler avec la Russie pour tenter de mettre fin aux 4 ans de conflit de la Syrie. Et puis, 2,4 milliards d'euros, les repentis fiscaux rapportent gros à l'État, une manne pour boucler le budget en 2016. Et pour commencer, un vrai parfum d'automne avec la récolte des noix qui a commencé, la parisienne, la franquette, Lara, une récolte qui commence d'ailleurs avec un peu de retard, la faute à la tempête assez violente il y a 15 jours. Mais le cru s'annonce plutôt beau. On fait le point avec Jordan Guéant et Vincent Abran. Dans cette exploitation, la laveuse tourne déjà à plein régime. Mais ces noix n'auront pas l'appellation Grenoble. Elles sont trop petites, pas assez jolies, en cause d'une tempête mi-septembre qui a fait tomber trop tôt jusqu'à 30% de la récolte. Ces noix, on va les... ça va faire pas des noix de premier choix, mais on va enfin une partie cassée où ça va partir comme noix régionale. La vraie noix de Grenoble, elle, est toujours sur son arbre. Ce matin commençait la récolte, une centaine d'hectares pour Christian Mathieu et 20 jours de travail en perspective. Un début timide cette année à cause d'un retard de maturité. L'an dernier, nous avons commencé le 24 septembre. Cette année, oui, là, on a 4-5 jours de maturité, un petit peu en retard, mais bon, voilà. On préfère quand la maturité est plus précoce parce qu'on a plus de beaux jours, donc pour la récolte, c'est quand même plus facile. Parce qu'après les jours sont plus courts, le mauvais temps arrive. Alors de plus en plus, les nuciculteurs isérois délaissent la parisienne et la franquette, mises en valeur par l'appellation d'origine protégée, à la place d'autres noix comme la Lara, plus grosses et à la maturité bien plus rapide. Quand on replante ou quand on plante sur des nouvelles parcelles, les producteurs ont tendance à planter d'autres variétés. Mais il faut faire attention à préserver des volumes en appellation, des hectares en appellation, puisque c'est quand même bien l'appellation noix de Grenoble qui tire l'ensemble du marché. Concilier quantité et qualité, un défi permanent pour les 900 producteurs de noix de Grenoble. En attendant, même en retard, la récolte 2015 s'annonce plutôt bonne. En montagne, une chute mortelle au Mont-Blanc dans le couloir du Goûter. Un alpiniste de 69 ans a dévissé ce matin vers 8h30, une chute de 500 mètres. Il était domicilié à Chamonix. Et puis, toujours ce matin, une fusillade près de Grenoble. Un homme a été abattu à bord de son véhicule vers 9h. Il se rendait dans une salle de sport de Saint-Martin-d'Air. Il était connu des services de police pour association de malfaiteurs et déjà mis en cause pour des règlements de compte. Selon les nombreux témoins présents, plusieurs individus ont fait feu sur lui. Il est mort sur le coup. La municipalité de Chambéry, issue des dernières élections municipales de 2014, lance une vaste opération de vente de patrimoine immobilier de la ville. Objectif affiché, combler le lourd endettement de la ville, environ 120 millions d'euros. Mais l'opposition municipale de gauche dénonce, je cite, une politique à courte vue. Reportage Xavier Schmitt et Jean-Pierre Rivet. Un appartement près de la gare, une pièce cuisine, 40 mètres carrés, mise à prix 80 000 euros. Chambéry met en vente plusieurs dizaines de biens immobiliers. Des appartements, mais aussi 2 bars comme celui-ci, ou encore des locaux professionnels et des terrains. Les acquéreurs sont désignés par le conseil municipal. On va proposer effectivement un acquéreur
parmi d'autres, puisque ce sont des enchères qui sont ouvertes, au conseil municipal qui choisira lui-même l'acquéreur retenu. La municipalité, élue en 2014, intensifie la vente du patrimoine immobilier. 3 millions d'euros sont attendus cette année pour équilibrer le budget et pour alléger la dette de la ville. Elle se monte à quelques 120 millions d'euros, avec notamment des prêts toxiques, des prêts indexés sur les marchés financiers. Je rappelle que Chambéry a une part d'emprunts toxiques significatif, que pour rembourser les 8 millions d'emprunts toxiques que nous souhaitons rembourser le plus vite possible, les financeurs nous demandent 18 millions de pénalités. Ce qui veut dire que la ville va devoir emprunter un peu plus de 26 millions d'euros. L'opposition municipale dénonce une absence de projet et elle craint la vente de bâtiments accueillant des services publics, sociaux ou culturels. Dans une période de crise telle que nous la vivons aujourd'hui, est-ce que la priorité est immédiatement de rembourser un certain nombre de prêts ? Certainement pas. La priorité, c'est de faire de la collectivité, de la ville, un soutien fort pour le vivre ensemble, le lien social. Cette année, les ventes immobilières de Chambéry vont tout juste compenser la baisse des dotations de l'État. Et puis regardez sur notre site internet ce carnet de naissance pour le 1er janvier prochain, l'arrivée d'une nouvelle commune en Haute-Savoie, Épagny-Métessy, le résultat de la fusion de 2 communes. On poursuit autour du lac du Bourget. Les maires de la commune d'agglomération sont inquiets actuellement. Ils craignent de voir grignoter leur droit de regard sur les logements sociaux, ou plutôt leur attribution. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir grâce au reportage de Maxime Van Doendendijk et de Frédéric Pasquette. Il y a comme un flottement dans l'air dans la communauté d'agglomération du lac du Bourget. En cause, les logements sociaux. Dorénavant, c'est une commission intercommunale qui en aura la charge. Certains maires craignent d'être dépossédés de leur droit de regard sur une partie des dossiers à traiter dans leur commune. J'ai des gens très souvent qui me sollicitent, qui veulent venir donc au Moncel. Et donc on a des rapports avec l'OPAC. Les gens nous appellent en disant écoutez, il y a un appartement qui se libère et donc on souhaite, est-ce que vous avez quelqu'un ? Et moi j'ai des gens qui viennent me voir en disant je serais intéressé pour venir au Moncel. Donc moi ce que je veux c'est qu'on puisse garantir qu'on ait notre mot à dire tout simplement. Certes, la loi Allure modifie le dispositif d'attribution des logements, mais la commission intercommunale ne devrait pas se substituer au pouvoir du maire. Elle doit permettre de fixer des objectifs communs en regroupant maires, bailleurs sociaux, représentants d'associations de locataires et collecteurs d'impôts logement. Ensemble, ils vont travailler sur le diagnostic du territoire et établir les critères sur lesquels il va falloir se baser. Les modalités pour qu'il ait une information qui soit la même partout sur le territoire, qu'il ait un accueil qui soit le même partout sur le territoire et qu'il y ait de la transparence sur comment va être gérée sa demande de logement social. La commission intercommunale se réunira l'année prochaine. Elle devra élaborer les nouveaux objectifs du logement social sur l'agglomération avant juin 2016. On a appris que la toute nouvelle rectrice de l'Académie de Grenoble fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics. La justice de Rouen, où elle était en poste récemment, se penche sur ces notes de frais qui comporteraient des irrégularités. C'est un moyen de mieux connaître les services de secours. Une vingtaine de jeunes hauts-savoyards participaient aujourd'hui à leur journée de défense. Alors, contrairement aux habitudes, cette étape obligatoire de leur parcours de citoyenneté ne s'est pas déroulée dans un site militaire, mais chez les pompiers d'Annemasse. Cédric Picot et Dominique Semet y étaient. Un choc frontal, 2 blessés graves et 17 jeunes pour assister à la simulation. Dans le cadre de leur journée de défense et citoyenneté, ces futurs majeurs participent à un exercice avec les pompiers d'Annemasse. Le but est de mieux connaître les risques de la route et les conditions d'intervention des secours, mais pas seulement. Le dernier objectif qui est le plus important, c'est de démontrer toutes les filières pour entrer sapeurs-pompiers, de jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et également sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui aujourd'hui nous manque par rapport à leur disponibilité. Et on souhaiterait, à l'issue de la journée, si on pouvait faire naître certaines vocations.
En Haute-Savoie, les 3/4 des pompiers sont des volontaires, un engagement encouragé aujourd'hui. Dans les Alpes, 750 jeunes effectuent chaque semaine leur journée défense et citoyenneté. Habituellement, le rendez-vous se déroule sur un site militaire, mais il sert autant à la promotion de l'armée qu'à l'apprentissage des valeurs républicaines. On est beaucoup sur le travail de mémoire, donc tout ce qui est la résistance, on a beaucoup d'intervenants qui viennent, on travaille avec les associations des anciens combattants. C'est orienté sur le travail de mémoire, le devoir de mémoire en priorité. Mieux connaître l'histoire, mieux connaître la société. Les journées défense et citoyenneté mobilisent chaque année 24 000 jeunes de la région, autant de futurs citoyens qui choisiront peut-être de s'engager à leur majorité. Et nous prenons maintenant la direction de Tallard dans les Hautes-Alpes avec un accident d'avion ce matin. À son bord, 7 personnes, des enfants, des collégiens. Alors, il s'agit d'un exercice de sécurité civile pour tester et rôder les gestes qui sauvent. Reportage Mekiusa Boudjema et Fabien Madigou. La tour de l'aérodrome de Gare Tallard pour vous signaler un accident. 9h30, aérodrome de Tallard, la tour de contrôle donne l'alerte. L'avion, un Pilatus, à son bord, 7 personnes dont 5 mineurs. C'est au décollage, en bout de piste, que l'appareil aurait rencontré un problème technique. Sur place, les premiers secours se déploient rapidement, suivis de près par les renforts, le SAMU et la gendarmerie. Ça va mieux? Tu sens que tu respires mieux? Mais rassurez-vous, cette intervention est un test grandeur nature, un exercice de la sécurité civile. Les besoins opérationnels des sapeurs-pompiers et du SAMU ne sont pas les mêmes besoins que ceux de la gendarmerie et de l'autorité judiciaire en termes d'investigation et de relevé d'éléments. Voilà. Autour de ces opérationnels, des observateurs scrutent attentivement. Il y a des gestes à faire et des décisions à prendre dans les premières minutes qui vont conditionner toute la suite de l'intervention. Donc voilà, c'est tout ça que j'observe. Quelle transmission ils donnent aux renforts pour que les renforts prennent en compte justement la gravité des victimes. Au cœur de l'action, ces adolescents. Scolarisés au collège Marie-Marvin, ils ne sont pas là par hasard. Dans leur vie de tous les jours, ils sont pompiers juniors. 2 heures plus tôt, ils prennent leur mission très au sérieux et se préparent à jouer leur rôle. Moi, je peux me mettre par terre parce que j'ai mal là et là. On voit comment les pompiers ils réagissent avec nos différentes blessures. Ça nous montre plus tard, si on veut faire pompier, comment il faudra qu'on réagisse nous aussi. Il y a quelqu'un qui est, qui a une douleur au lombaire, je le ferai évacuer plus vite avec un hélico. Parce que c'est un peu compressant. Retour au poste de commandement, séance débriefing avec les autorités préfectorales. Tout le monde joue le jeu, même la presse est mise à contribution. Pour le moment, les causes de cet accident ne sont pas connues. L'exercice aura duré près de 3 heures. Les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes réalisent en moyenne 5 opérations de cette envergure par an. La prochaine est prévue dans un tunnel. Un appel à la créativité maintenant. Le 1er janvier prochain, les 3 universités de Grenoble fusionnent. Si vous êtes étudiant, vous avez déjà une carte Université Grenoble-Alpes. Reste maintenant à trouver un logo. Une grande consultation est lancée sur Internet. Elle est ouverte à tous. Alors si vous avez une idée pour symboliser cette fusion, bien vous avez jusqu'au 7 octobre. Et il faut donc aller sur le site Internet de l'Université Grenoble-Alpes. On ouvre une page médicale maintenant. Tremblement, lenteur des mouvements, fatigue. La maladie de Parkinson ne touche pas seulement les personnes âgées, mais des traitements existent. Mais pour freiner sa progression, l'exercice physique est recommandé et notamment la pratique du tai chi. À Outran, dans le Vercors, des cours de tai chi adaptés permettent aux patients de mieux gérer leur quotidien. Reportage Nathalie Rapuc et Dominique Bourget. Je vais vérifier votre stabilité. Dans ce cours de tai chi adapté, Paul démontre qu'il est possible de trouver son équilibre par des mouvements simples. Il travaille sur l'énergie avec la respiration afin de détendre les muscles. Et si vous êtes bien fort, vous pouvez résister. C'est à la fois aussi tout un savoir-faire, c'est-à-dire une connaissance dans tous les gestes du corps. C'est-à-dire pour tel geste, je dois faire comment, avec telle posture, et puis comment le faire. Certains pratiquants sont atteints de la maladie de Parkinson. Déséquilibre, fatigue, tous ces symptômes peuvent être handicapants pour le quotidien. Hervé est un ancien PDG. Il a dû stopper toute activité professionnelle à cause des coups de fatigue aléatoires dus à la maladie. Les symptômes sont les suivants. Je vais être raide et je vais me mettre à trembler. Donc dans ces cas-là,
Tout simplement, je m'arrête, je prends ma petite pilule, j'attends un quart d'heure à peu près et je suis en état pour reconduire à nouveau. En 7 ans, Hervé est passé par plusieurs stades avant d'accepter la maladie. Après l'acupuncture, les séances d'orthophonie, la kinésithérapie, il s'est aussi mis au tai chi et à la marche active avec sa femme Padou. Le sport pour produire de la dopamine, neurotransmetteur qui permet le mouvement. Un combat de tous les instants qui demande beaucoup de concentration. Quand je dois lever un pied, je vais me focaliser sur les doigts de pied. C'est-à-dire je me focalise sur l'endroit que je dois faire bouger. Et non pas en essayant de le faire musculairement sans réfléchir. Je dois réfléchir pour faire le mouvement qui avant était naturel et qui n'est plus naturel. Le tai chi pour les parkinsoniens, une initiative de Valérie Frex, neurologue au CHU de Grenoble. Après avoir lu des articles dans les revues scientifiques, elle s'initie à l'art martial et le préconise à ses patients. Ce que j'ai pu constater pour certains d'entre eux, c'était une amélioration de la posture, une marche plus dynamique, plus assurée, des mouvements plus amples, plus rapides, principalement. À raison d'une fois par semaine, la pratique du tai chi est également bénéfique pour le psychisme des malades, mais aussi pour les aidants. Pourquoi pas faire du tai chi? Alors sans compter que j'en tire un bénéfice aussi personnel, mais c'est aussi un bon moment de partage et c'est aussi un moment où je peux l'aider lui parce qu'on se corrige l'un l'autre. Donc c'est construire ensemble et c'est aller ensemble vers une direction aussi. Depuis un an, Paul met en place une pédagogie afin de rendre accessible cette pratique à celui qui en a le plus besoin. On peut démontrer qu'il peut utiliser cette énergie dans son quotidien et s'il l'utilise, il va se fortifier, il va retrouver une meilleure santé, il va pouvoir faire les choses beaucoup plus facilement, quoi. L'Institut XPO d'Autran organise un séjour pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et pour leurs proches du 16 au 20 octobre prochain. Un mot de rugby pour vous dire qu'à Grenoble, le FCG annonce la venue du Fidjien Maritino Nemani que vous voyez là sur la photo au poste d'ailier. On parle d'un joueur puissant qui aime casser les plaquages, arrivé fin octobre à Grenoble. Tous les jours, vous retrouvez désormais dans le Journal des Alpes une série qui vous emmène au fil des épisodes à la rencontre d'un personnage ou d'une problématique. Ce soir, nous ouvrons la page du climat, de son réchauffement et de l'impact ce soir sur la flore. On part dans le Chablais avec Françoise Gué et Vincent Abran. Près de chez lui, au cœur du Chablais, Denis Jordan a son jardin secret. Dissimulé au sein d'une forêt de feuillus, une petite clairière argileuse abritant des pins sylvestres et une vingtaine d'orchidées. Une curiosité naturelle dont ce botaniste renommé étudie la moindre plante, semaine après semaine, depuis déjà 3 décennies. Petit à petit, au fil des heures d'observation, un constat. Les plantes réagissent au réchauffement climatique, mais ça ne saute pas forcément aux yeux. Je pense que l'influence, on peut peut-être la regarder comme minime actuellement. Elle est un peu débutante, en fait, on est dans les débuts, mais elle sera toujours plus progressive avec les années qui vont venir. Et si on n'arrive pas à maîtriser ce réchauffement, par rapport aux émissions de tout ce que produit l'homme et qui réchauffe l'atmosphère, je pense qu'on peut aller que dans un mauvais sens. Face à l'augmentation des températures, quelques plantes ont bel et bien commencé à voyager. Certaines ont migré du sud de la France, car elles trouvent désormais dans les Alpes les conditions nécessaires à leur développement. J'ai par exemple ici le crépis fétide, on l'appelle ainsi parce qu'il dégage une odeur désagréable lorsqu'on le froisse, on froisse les feuilles. Eh bien, il y a 20-30 ans en arrière, on avait quelques petites 2-3 localités dans le département. Alors qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est devenu banal, contrairement à d'autres, il reste encore assez rare, mais cela dit, il est quand même beaucoup plus fréquent qu'il ne l'a été il y a 20-30 ans en arrière à peu près. Denis a fait de sa passion son métier. Dans ses classeurs, soigneusement collectés et répertoriés, une formidable collection de plantes d'ici ou d'ailleurs. Alors j'en ai à peu près 10 000, ce qui peut vous sembler beaucoup, mais en fait c'est un petit herbier. Et parmi ces milliers de planches, ce spécialiste de la flore de Haute-Savoie a commencé à recenser les espèces que la chaleur fragilise. Il y a une lèche là qu'on appelle la lèche des tourbières,
Bon ben là c'est incontestable qu'avec une toute petite population d'une plante qui vraiment recherche le froid, aime le froid, il lui faut du froid sinon elle ne se développe pas, avec le réchauffement c'est clair que dans les années d'ici peut-être 20-30 ans ou peut-être plus, je ne sais pas précisément, elle est amenée à disparaître à mon avis. La flore rare ou menacée d'Haute-Savoie, c'est l'objet de l'atlas que le botaniste vient de publier, un recensement de 395 espèces dont certaines pourraient disparaître de nos paysages sous l'effet du réchauffement climatique. Un réchauffement particulièrement visible sur les glaciers. Prochain volet de cette série. Allez, on plonge maintenant dans la France du XVIIIe siècle, écrasée par les impôts prélevés par les fermiers généraux, avec celui qui restera à jamais le bandit au grand cœur. Il s'agit bien sûr de Louis Mandrin. Et pourtant, peu d'œuvres retracent la vie de ce grand héros populaire. Depuis quelques années, ce personnage est au cœur d'un vaste projet, avec un documentaire qui a été tourné et un film en cours de préparation. C'est ce qu'on va voir avec Grégory Lespinasse et Franck Serroni. Action! C'est des périodes difficiles, le 18e, donc on essaye d'avoir une matière un peu froide. On essaie qu'il soit fatigué à l'image, alors que c'est des super beaux gosses et qu'il y a une super belle nana, avec des très bons comédiens. Donc c'est compliqué pour ça. Et en plus, on n'est pas avec l'équipe du long métrage. On est une équipe extrêmement réduite, avec, entre guillemets, une main-d'œuvre locale, pas forcément qualifiée. Donc pour nous, tout est un peu complexe. Voilà, mais c'est hyper sympa. Pas encore le tournage du film à proprement parler, mais plutôt de ce qu'on appelle dans le jargon cinématographique un teaser, une espèce de bande-annonce de quelques minutes pour exciter la curiosité. Louison. Le teaser du film, c'est très nettement pour donner une idée de l'atmosphère, une idée de quelques personnages du film, l'ambiance, les décors. Pour moi, c'est un western du XVIIIe siècle. Un western tourné ici, en Chartreuse, sur les terres où Louis Mandrin et sa bande ont forgé la légende. Un projet qui révèle aussi des personnages plus complexes, de formidables héros de cinéma. Ce qui est drôle, c'est que je suis comédien, maintenant j'habite à Paris, mais j'ai grandi à Pont-de-Beauvoisin entre 6 et 17 ans. Donc c'est un petit peu quelque part pour moi un retour aux sources. Et Mandrin, vous en aviez entendu parler? Oh, Mandrin, j'en avais beaucoup entendu parler. Je chantais la complainte de Mandrin dans la voiture avec mes parents, donc je connais très très bien. Ce qui est intéressant au cinéma ou quoi que ce soit en fiction, c'est d'avoir des personnages très contrastés, lui, il avait des excès de violence et des colères terribles, et en même temps, il est de l'autre côté un personnage assez fabuleux, très charismatique. Ok, en place, on y est. Des acteurs, des techniciens ou des assistants, tous venus bénévolement prêter main forte à ce grand projet Mandrin. Le tournage du long métrage entre le Dauphiné et la Savoie devrait commencer début 2016. Et pour nous parler de ce grand projet, à mes côtés, Michel Laurence, auteur, scénariste, dialoguiste de ce film. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une telle aventure ? Des fois, nous nous le demandons. Oui. Non, par passion, bien sûr. Parce que pourquoi est-ce qu'on se prend de passion pour Mandrin ? Comment ne pas se prendre de passion pour Mandrin? C'est un personnage hors norme. Même Voltaire s'est pris de passion pour Mandrin. Stendhal parle aussi de Mandrin. C'est un personnage qui est en 18 mois, ce qui est quand même très peu, est arrivé à construire une légende à une époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de médias, il y avait la plume et la parole. C'est pour ça qu'il résonne encore aujourd'hui ? Oui, pour ça en partie, et puis pour le contexte aussi, le contexte historique de ce début du XVIIIe siècle peut quand même se rapprocher de choses que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous diriez quand même qu'il avait un charisme hors norme, puisque aujourd'hui on retient quand même que la légende dorée quand même. Mais oui, bien sûr qu'il y a une part de légende. Et c'est pour ça aussi que ce grand projet Mandrin, qui est très ambitieux, parce que projet, ça recouvre plein de composants créatifs, dont ce documentaire qui s'appelle 1725-1755, Les années Mandrin, et qui est la première partie. Il y en aura un autre qui s'appellera Mandrin tout court, qui encadre le film de fiction. On les a voulus pour essayer de le sortir de la légende aussi. Et de le montrer tel qu'un homme avec ses ambivalences. C'est-à-dire cette première partie
pose le cadre politique de l'époque de Mandrin, qui a permis aussi l'essor de Mandrin. À la fin de sa vie, enfin qui fut courte, 30 ans, il avait drainé derrière lui quand même à peu près 800 hommes, ce qui est énorme. Alors énorme aussi ce que vous êtes en train de faire, puisque vous vous lancez dans quelque chose dont vous n'avez toujours pas le financement, enfin pas complètement. Voilà, vous avez dit le mot juste, et ce teaser, qui est en effet un mot anglais, on s'en excuse, mais c'est une mise en bouche, c'est pas tout à fait une bande-annonce, c'est en effet pour prouver, s'il en était besoin, après le documentaire, que le style que veut impulser le réalisateur Jean-Max Petot, et puis prouver encore que notre devise, la devise de toute l'aventure, c'est cette aventure, c'est aussi la vôtre. Oui, on peut être parrain du film. Hein. Tout à fait. On peut être parrain en tant que particulier, en tant qu'entreprise, petite entreprise et grosse entreprise aussi. Michel, ce qu'on peut conseiller, c'est d'aller voir sur votre site, votre Facebook, le site Projet Mandrin, c'est tout simple. Et vous saurez tout sur comment aider cette belle aventure. On vous souhaite de réunir ces fonds et de le tourner, ce Mandrin. Mais absolument. Avec ses qualités et ses défauts. Oh oui, c'est un héros magnifique. Quand une région comme celle-là, qui est magnifique, qui possède un patrimoine magnifique. Merci Michel Laurence de nous avoir redonné la passion de Mandrin si nous l'avions toutefois perdue. Excellente soirée à vous tous. On se retrouve demain. Demain midi, vous retrouvez Daniel Despins à suivre la suite et la fin.